Hello, hello, and welcome to the channel where today we have Cédric Hicham. Lana, Lynn, ça va? Lana Mayut. Alors c'est pour cette conversation avec des artistes, mais bon, Lana n'est pas vraiment artiste, mais bon, on va voir, peut-être qu'elle a des choses intéressantes à dire. On devrait avoir Goody, il n'est pas là. Donc Goody, si tu es là ou si tu n'es pas loin, tu peux nous écrire, comme ça peut-être tu peux dire deux, trois choses. Alors, c'est un... Comment dire? C'est un plateau plutôt photographique, puisque Lana, elle aime beaucoup la photo depuis longtemps. Et en fait, et moi, je suis pas vraiment un spécialiste de la photo, mais comme j'aime bien l'art et que je connais un peu l'art, je vais voir si j'ai des choses à dire. L'exposition en ce moment, c'est Francis Eck et MJ Click. MJ Click, ici, c'est la... Mais c'est pas vous, MJ Click. MJ Click, c'est la photographe lauréate du concours à Flelou. Donc voilà, ça va? Alors, welcome to the channel. Donc on va déjà un peu se présenter. Moi je peux me présenter à chaque fois. Thierry Allais, artiste peintre, j'organise plein d'expositions, tout ça. Lana Mayut. Moi je tripote un peu à l'art à travers les artistes. Oui. Tu tripotes les artistes? Non, je ne tripote pas les artistes. D'accord. Leur travail seulement. Voilà, et cette année j'ai organisé une T'as expo. tripoté? Non. Non, je ne tripote pas les artistes, je répète. C'est toi qui dis tripoter? Oui, bah oui. Voilà, et cette année j'ai organisé une première expo sur la photo. Après avoir candidaté avec 4 artistes sur Photo Fever, qui malheureusement a été annulée comme tout le monde le sait. Mais pas candidaté. On a candidaté, on a été retenu. Et donc voilà, on était programmé et malheureusement ça a été annulé. Mais on a maintenu l'exposition pendant 3 semaines en Guadeloupe. Et Photo Fever, c'est quoi? Photo Fever, c'est une des plus grandes offres de Paris Photo, qui est la foire. Une plus grande off. Une des plus grandes offres. Une exposition off. C'est un salon. C'est un salon, mais c'est une offre. Oui, d'accord, c'est voilà. un salon qui se passe pendant Paris Photo. Voilà. D'accord, mais parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui Oui, connaît bien qui le connaît monde de bien l'art, le tout monde ça. Donc, Soit, pardon. Non, c'est vrai que t'as parce que raison. c'est le théâtre, parce que c'est... Non, Voilà. non, c'est un salon. Voilà. Cédric, talk to me. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour que tu as... C'était Jean de Guadeloupe, c'est ça? Jean de Guadeloupe. Ta première série de photos. Ah, celle qui m'a fait un petit peu Ouais. basculer du bon côté de la force. Ouais, la Guadeloupe, mon visage, Mounicident. Voilà. Ah, Donc, c'était en français, en anglais? en français. Mounicident. Ouais, le titre français créole, quoi. C'est nous-mêmes. Donc Quoi. c'est un seul titre ou c'était... C'est un seul titre. C'était La Guadeloupe, mon visage et en sous-titre Mounicident. Non, la Guadeloupe, mon visage, trait d'union, Mounicident. Tu connais la phrase qui dit, c'est un truc un peu vieux, hein. Il s'est dit, j'ai jamais commencé une phrase en français pour faire un film en créole. Non, je sais pas. Tu connais pas? Tu connais ça? Non, je Ouais, c'est un truc de vieux, c'est un truc de vieux. Merci. C'est un truc que j'entendais Ibo Simon dire sur le marché Pointe-à-Pitre. On a de la visite, ça va? Ça va. Et donc, la Guadeloupe, mon visage. Ouais, donc c'est un projet que j'ai commencé en 2013. Et comme je te disais l'autre fois, ça a bien plu, je pense, parce que c'était simple, parce que ça nous ressemblait, ça parlait aux gens. Je pense qu'il y avait peut-être une attente, j'en sais rien. Et puis c'est surtout que j'ai suivi mon intuition. J'ai suivi un truc, quoi, une idée. Ça marche souvent comme ça, je pense que tu es bien placé pour savoir. Et mis-nous de là, quoi. J'ai parcouru du chemin entre-temps. J'ai fait quelques résidences d'artistes, quelques expos. Je crois que la Poule Art Fair aussi a fait partie des événements qui m'ont fait basculer avec... voilà. Il y a quelques épisodes charniers. Épisode charnière. Oui, Charnière. Ok. Charnier, c'est un autre jour. Et puis voilà, donc photographe depuis 2009. Et là, je reviens d'une résidence à Paris. Voilà. Mais tu dis que tu es photographe depuis 2009. Il est malin. Non, je pratique la photographie depuis 2009. Non, bien. Je pratique la photographie. Il n'y a pas de question. Non, c'est juste pour comprendre. Ouais, je sais, t'inquiète. Je pratique la photographie depuis 2009, effectivement. C'est une bonne question. Et je pense que je me suis estimé photographe, vraiment, 2013-2014. Et artiste, vraiment, 2016-2017. Avec Poule Art Fair, en fait. Ouais, Et le cyclone, c'était quoi? 17, 18? 2017. 17, c'était 17. Ouais, 2017. Maria, Dominique, Voilà. et puis Maria en Guadeloupe. C'est ça. Et
Tu as fait des photos de. Moi, dont je me souviens souvent, surtout, c'est des photos de gens à la plage. Ah ouais. Parce que j'allais souvent à la plage au moment et que je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une série avec nous, avec la mer, avec notre lien à la mer, parce que j'ai souvent eu peur de la mer quand j'étais petit. J'avais peur d'aller là où j'avais pas pied. J'entendais des histoires de Benzo avec Compé Lapin, Bolomine et compagnie, les histoires de Maman de l'eau, Touaman Coco, Hans Bertrand. Donc tu vois, il y a un lien à la mer ici qui est un peu particulier. Et je m'étais dit pourquoi pas essayer de. Enfin, c'est avec le temps. Enfin, en regardant les photos un jour, je me suis dit tiens, mais il y a des photos qui pourraient dire un truc de notre lien à la mer en fait. Et puis il y a aussi ce truc de l'horizon. L'horizon m'intéresse, m'interpelle. J'ai grandi dans une maison par Petit-Bourg, on avait vu sur mer et je voyais l'horizon tout le temps. Et ça me donnait envie de m'évader. Et c'est ce qui est bien à la mer. On peut s'évader, on peut s'aérer l'esprit, on peut se projeter aussi loin qu'on veut. Et les résidences, en fait, t'en as fait combien Actuellement, 3. En 2 ans, en combien de temps, en fait? J'en ai fait 3 en 3 ans, 2018, 2019 et 2020. Donc une par an? Une par an. À quel endroit alors, du coup? La première au Cameroun en 2018. C'était avec Barthélémy Togo. Barthélémy. Comment c'est arrivé ça? Par le biais de l'association Art Prod, avec laquelle collaborait Cynthia Fibel. Donc, ils avaient ce projet de faire partir des artistes guadeloupéens. Enfin, ouais. Et Art Prod, c'est qui? C'est Cynthia? Pas que. Il y avait aussi une autre dame, j'oublie son nom. Mais c'est ici, c'est une association. Exactement, c'est une association guadeloupéenne. D'accord, donc c'est un site de contact. Art Prod, Cynthia, quoi. Cynthia oui, voilà, c'est ça. Et ils cherchaient des artistes pour. Ils ont fait un appel à candidature d'artistes en Guadeloupe pour participer à cette résidence au Cameroun. Elle m'en avait parlé en 2017, ça, en juillet 2017, un soir où je me disais punaise, mais il faut que je fasse un truc, quoi. J'en ai marre de tourner en rond. C'est bien beau de faire des photos, mais et après, quoi. Et puis je la contacte et elle me dit ah tiens, ben ok, à l'occasion, sache qu'il y a ce projet-là, je t'en dirai plus au moment venu. Effectivement, j'ai été contacté pour que j'envoie les éléments. Je les ai envoyés. J'étais pas trop sûr d'être pris parce que je savais qu'il y avait des gros morceaux, quoi. Et au final, on m'a pris, on m'a sélectionné. Et je suis passé pour Ronald Cyril, qui est un artiste plasticien guadeloupéen. Et on a passé 2 semaines là-bas, que 2 semaines malheureusement. Ça a d'ailleurs été un déclic pour moi, parce qu'à l'époque, je travaillais encore à mon ancien boulot. Et je me suis dit, mais si je suis limité. Ton ancien boulot, c'était quoi? J'étais chargé de mission dans un bureau d'études en marketing. D'accord. Mais c'est ce que tu as fait? Tu as fait des études de marketing? Non, j'ai fait des études en anglais et en sciences de l'éducation. Et comment tu arrives en marketing? C'est un long chemin, il faut. C'est arrivé quoi. C'est ouais, tu sais. Une chose emmenant l'autre. Ouais. Mais donc du coup, parce que du coup, tu avais rencontré Barthélémy à Poulentrier ou tu as rencontré? Non. J'avais rencontré Germain, je crois. Voilà. C'est après que j'ai tilté. D'accord, tu l'avais rencontré et tout, mais tu n'avais pas fait le rapport direct en fait. Si en le voyant là-bas, je me suis dit mais je t'ai vu là. Exactement, voilà, dans le couloir. Ça. Exactement. D'accord. Mais donc du coup, parce que ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que en fait cette résidence, 2 choses. La première, c'est elle existe à l'initiative de Barthélémy Togo, qui est artiste peintre. En fait, il fait pluridisciplinaire, mais il est artiste peintre. Et donc, il y a une résidence, mais il y a aussi un centre qu'il a créé. Oui, enfin, musée d'art, et musée d'art et une sorte de résidence aussi. Voilà. Mais ça, c'est pas de la capitale en fait. Non, c'est pas dans la capitale, c'est à Banjul. C'est un peu le. C'est comme si je te disais, ouais, je viens en Guadeloupe, mais je vais à Hans Bertrand, quoi. C'est plus loin que Hans Bertrand. Non, mais en comparaison, c'est un coin. Non, mais c'est encore plus loin. Parce que quand tu atterris à. C'est pas la capitale. Douala. Donc, tu atterris à Douala. Exactement. Et à 6 heures de bus, ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas Hans Bertrand. Hein. Non, c'est clair. J'ai essayé de, tu vois. Mais 6 heures de bus, mais 6 heures de bus dans quelles conditions? Voilà, le bus, les routes, je t'explique quoi. Le bus et les routes qui vont avec. Ah ouais, c'est ça. C'est une vraie expérience. C'est ça. Voilà, alors du coup, raconte-nous alors ça. Parce que du coup, toi, c'était la première fois que tu allais sur le continent africain. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'est pas anodin quoi. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu fantasmes un peu le truc avant d'y aller. Et quand tu arrives, qu'est-ce que tu trouves? Quand tu arrives à l'aéroport, il y a plein de choses. On t'a fait faire un vaccin quand t'es arrivé? Non, tu prends le vaccin avant. Ah, donc t'as pris un vaccin quand même? La fièvre jaune, oui. D'accord. Obligé. Ok. Mais
c'est aussi avant le départ, c'est rencontrer un gars qui nous fait les visas, aller à l'aéroport, il nous remet les visas. Mais ça, c'est à Paris ou ici? Oui, à Paris. À Paris, voilà. Et être abordé par des Camerounais qui nous demandent, du coup, parce qu'ils connaissent le gars, de prendre des valises en plus, qui nous donnent de l'argent. Nous, on est là, on ne sait pas s'il y en a les valises, on regarde, mais un peu speed, on se dit ouais, mais attends. Et puis les mecs nous disent de laisser les valises sur le truc en arrivant, et en arrivant, on laisse les valises. Et quand on sort, 2 gars nous attendent, 2 molosses, nous disent mais où sont les valises? Aux valises, au bitin. Et nous, on dit on nous a dit de laisser les valises. Et on nous dit non, mais allez récupérer. Donc, tu regardes dehors. Tu rentres dans l'ambiance directe, quoi. Tu vois, il fait noir, tu vois, il y a des gens, tu te dis bon. Arrivé la nuit. Tu arrives à 5 h du matin. D'accord, donc il fait pas, nuit, mais il ne fait pas encore jour. Exactement. Donc tu te dis, t'es pas chez toi, va récupérer les valises gentiment. Ne fais pas de. C'est ça. Et donc tu montes dans le bus direct de l'aéroport. Non, alors quand on sort de l'aéroport, on prend le taxi, on va à. Comment ça s'appelle encore on va dans le centre de Douala, à Tonnerre, je crois. Ouais. Et là, on attend bien 2 heures, quasi, pour prendre le bus et partir à Banjul. D'accord. Et donc là, le jour se lève pendant que tu attends. Le jour se lève au fur et à mesure. Pendant que tu attends. Ouais, c'est ça. Et donc tu vois l'Afrique se découvrir, quoi. Je vois l'Afrique se lever, je vois les gens arriver, je prends les odeurs. Douala, c'est comment du coup? Douala, c'est construit, je veux dire. C'est construit, mais il y a des zones un peu tendues, quoi. Enfin, en termes de ghettoisation. Non, pas de ghettoisation. En termes de nature. En termes d'infrastructure, les routes à certains endroits sont quand même bien HS. Des maisons aussi. D'accord. Parce que moi, ce qui m'avait frappé en Afrique, c'est la proximité de la nature. C'est-à-dire que tu arrives, tu as des endroits où c'est bien construit, c'est très urbain. Ouais. Et puis juste en pratiquement une demi-heure, même pas, tu commences à rentrer vraiment où tu vois la terre africaine. C'est vrai. C'est urbain, voilà. La terre africaine. C'est bien urbain, mais effectivement, tu sens que tu n'es pas à Paris, quoi. Tu vois, mais c'est plus urbain qu'au Pointe-à-Pitre. Et alors, du coup, le voyage de 6 heures se passe comment dans le bus? Dur. Mais c'est dur ou c'est dur, mais en même temps, tu vois, tes yeux sont. En même temps, je regarde. Tes yeux sont quand même. Oui, bien sûr, mes yeux sont en alerte. Animés, quoi. Oui, bien sûr, mes yeux sont en alerte, mais le voyage n'est pas confortable. En plus, Ronald, Germain et moi, on est assis côte à côte. Oui. Les sièges sont tout petits. Ronald, c'était pas lavé. Non, mais on ne s'était pas lavé. Non, c'est pour l'ambiance. Oui, tu vas gérer ça. Et puis du coup, je prends des photos en même temps. On fait 2 ou 3 arrêts. C'est l'occasion de des arrêts. Ah oui, mais obligé. D'accord. Mais est-ce que ton souvenir de cet inconfort était réel, ou est-ce que je dis une bêtise, mais est-ce que tu faisais un peu ta chochotte parce que, bon, ben voilà, un peu des deux, je pense. T'arrives en Afrique, bon, voilà, oui, un peu des deux, tu vois. Ouais, un peu parce des deux. Peut-être quelque part, je dis une bêtise, tu vois, mais peut-être certaines personnes, tu vois, peut-être qu'un Parisien, il serait content d'être dans le bus parce que c'est le truc réel, et tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et que, en fait, parfois, c'est souvent la façon dont on voit on s'imagine nous-mêmes notre réflexion, en fait, tu vois. Ouais, mais il y a un peu des deux. Parce que en même temps, je kiffe d'être là, je kiffe l'expérience, mais je me dis pas vivement qu'on arrive, quoi. Tu vois, j'ai envie de me poser, j'ai envie de poser ma valise, j'ai envie d'être dans un endroit où je peux me mouvoir tranquillement, tu vois. Mais en même temps, j'apprécie de voir les paysages. Je cherche la Guadeloupe dans l'Afrique, en fait. Que ce soit au travers des gens, que ce soit au travers de la nature, des odeurs, je cherche la Guadeloupe, tu vois, c'est mon premier réflexe. Tu l'as trouvé plus chez les gens, dans le paysage, dans la nature, ou dans les rapports humains? Un peu partout. Quand je parle des gens, je parle les faciès, quoi, tu vois. Faciès, bien les expressions, la façon de se tenir debout. Peut-être une petite nonchalance aussi qu'on a chez nous, le gabarit des fois, et puis les routes aussi, qui sont parfois comparables aux nôtres, la nature, tu vois. Ou plus, où est-ce qu'il y a où est-ce que tu as plus vu la Guadeloupe? Un peu partout, mais où est-ce que j'ai plus vu la Guadeloupe? Peut-être qu'il n'y avait pas un endroit en particulier. Non, je veux dire, est-ce que c'était plus dans le faciès des gens, d'accord. plus dans la terre, plus dans la bouffe, plus dans les rapports?
plus Ou dans est-ce que tu as senti une distance quand même? Tu dis, ouais, d'accord, on est africain, on vient de là, mais on n'est plus africain, quoi. Ouais, alors j'en suis arrivé à cette conclusion-là, même si, voilà. Mais oui, c'est dans le faciès aussi. Tu vois des personnes, tu te dis, ah, mais tiens, mais cette personne-là passe incognito, enfin en Guadeloupe, quoi. Tu vois, certaines maisons, certaines infrastructures, je l'ai vu un peu partout. Mais c'est vrai que je l'ai surtout cherché chez les gens, je ne te mentirai pas. Au niveau de la température aussi, il y a un truc de presque similaire. Même si à Banjul, le soir il faisait frais parce qu'on arrivait en saison des pluies, donc il fait frais le soir, mais en journée, voilà, tu te sens proche d'une. Je pourrais comparer ça à un décembre. À un décembre en Guadeloupe, en soirée, quoi. Tu vois, à cette période de l'année, il faut au Cameroun. Quoi. Et les femmes? Les femmes, il y a quoi les femmes? Je sais pas. De magnifiques photos. Les femmes, enfin, les femmes. Tu bégayes, je ne comprends pas. Non, mais je bégaye pas, mais j'ai pas envie d'être. Enfin, tu vas me dire que je fais ma chochotte après, mais non, j'ai pas été subjugué. Quoi. Voilà, c'est pas un truc qui t'a. Ouais, moi, j'ai fait une des très rares fois où j'ai fait une excursion vers la photographie. Ouais. C'était justement en Afrique du Sud. D'accord. À Abidjan. Pas Abidjan, comment ça s'appelle? Johannesburg. Où en fait, j'étais moi subjugué par les femmes, mais par si tu veux, la diversité. Tu vois? Et je pense que différents pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique ne se ressemblent pas. J'ai pas été choqué par ça en Côte d'Ivoire, par exemple. Tu vois? Mais à Johannesburg, si tu veux, j'ai le sentiment, et c'est pour ça que parfois j'ai un sentiment un peu partagé lorsqu'il y a si peu de tolérance vers les gens qui sont un peu communautaires et tout, parce que j'ai le sentiment, déjà en général, que être communautaire c'est un petit peu naturel, que les gens se ressemblent, mais que même par exemple, en tout cas à Abidjan, pas à Abidjan, à Johannesburg, j'ai le sentiment qu'il y avait vraiment des communautés dans le sens où tu avais des ethnies qui étaient très fortes, si tu es une Kossa ou si tu es Zoulou, ou si tu es d'autres Ndebele, tu es de différentes communautés, et qu'ils restaient un peu entre eux, ce qui fait que le phénotype, comment on dit, tu pouvais en reconnaître plus ou moins les gens en fonction de leur ethnicité. Ouais. Et ça se ressentissait, ça se revoyait, ça se reflétait particulièrement, je trouve moi, particulièrement chez les femmes qui avaient de mon point de vue toute une façon d'affirmer leur beauté, mais dont les critères étaient intrinsèques. C'est-à-dire que tout le monde n'essayait pas d'être beau à la façon, je dis une connerie, mais à la façon de Michel-Ange ou de David, c'est-à-dire que David a décidé que c'était une part de l'un, un demi-quart, faut que, tu vois ce que je veux dire? Et elles étaient toutes de leur façon, avec cheveux, sans cheveux, grandes, petites, fortes, mais il n'y avait pas de, par exemple, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de femmes fortes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles étaient remplies, mais c'est comme ça qu'elles sont. C'était pas parce qu'ils sont trop gros, tu vois. Et d'autres femmes qui étaient grandes, d'autres qui étaient petites, mais dans leur façon d'être, dans la façon de te parler, tu vois, de traverser, parce que j'étais au salon tout le temps, quoi, de traverser le stand, de traverser les allées, tu sentais qu'elles n'avaient pas sur leur dos une sorte de stigma d'être trop petite, ou de stigma d'être trop grosse, ou d'être trop noire, ou d'être trop... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, voilà, une sorte de truc où il y avait une sorte de légèreté et d'affirmation de ça. C'est pour ça que je te demande ici. Mais je pense qu'en fonction de... Mais donc, du coup, tu as pris des photos de quoi alors? J'avais que 2 semaines. J'avais un thème qui m'avait été donné, qui était corps et territoire. Et c'est une question que je me posais déjà en Guadeloupe. Hein. Nous, notre rapport à notre environnement, notre espace, déjà la mer par exemple, tu vois. J'aime prendre les gens dans l'espace. Donc j'étais dans cette question de corps et territoire. Et là, l'idée pour moi était de prendre des gens en photo dans leur espace et puis d'essayer par ces photos-là de comprendre un peu le sens du pays. Tu vois, parce que je n'avais que 2 semaines. Je n'avais pas le temps de mener une investigation de malade. Je voulais comprendre le pays en regardant les gens. Tu vois, et comprendre le pays en regardant aussi le territoire et comprendre le pays en regardant le lien des gens au territoire. Et donc, mon travail tourne un peu autour de ça, des gens, du rapport des gens au territoire
Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens, c'est une fourmilière, quoi. Les gens sont en mouvement. Tu sens qu'il y a une urgence, une quête, un besoin d'aller de l'avant tous les jours à tout prix, quoi. Et en discutant avec différentes personnes, effectivement, tu as cette question de la quête chaque jour. Il faut ramener un truc à manger à la maison, quoi. Ça, c'est concret, c'est palpable, c'est pas une fable, c'est réel, quoi. Les gens, ils sont dans cette dimension-là, quoi. Et donc, du coup, ça a forcément une influence sur comment les gens se comportent et se meuvent dans l'espace, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, tu as pris une photo de ça? Ouais. Enfin, à quoi ça ressemble? Je sais que bon, oui, c'est mieux de poser une machine, mais on n'a pas. Mais donne-nous un exemple d'une photo, par exemple, par exemple, si tu dois retenir une photo. Ouais, alors tu vois, si les conditions aussi de la prise de vue de la photo. Ok, d'accord. Il y en a une qui parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse. Attends, non, mais c'est juste pour. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est si tu veux, de comprendre d'où vient ce que tu fais, quoi. Bien tu sûr, vois, bien sûr, pas bien forcément, si tu veux, intellectuellement, qu'il faut expliquer sur le conceptuel, tu vois, mais c'est-à-dire comment est-ce que ça est arrivé, quoi, tu vois. Comment est-ce que ça est arrivé, quoi? Comment la photo est arrivée. Dans ma vie? Ben oui, puisque c'est pas... Ok, d'accord. Bon, alors attends. Donc là, je dois expliquer déjà à quoi ressemble une photo que j'ai prise. Et ensuite. Ouais. D'accord. Okay. Oui, la photo finale, ouais, un peu à quoi elle ressemble et surtout comment elle arrive. Je veux dire, où est-ce que tu étais, qui est dedans, quelle heure il était. Ok, d'accord. Ok. Tu as mangé le matin. Non, parce que ça peut avoir une influence, il a raison. Soit. Non, c'est vrai, ça peut avoir une bonne influence. Ben oui. Ça t'a mal au ventre, tu peux ne pas prendre la photo. Ouais, ou alors la faire à l'arrache. Alors en fait, ça faisait peut-être 3-4 jours que j'étais là. On était avec Germain et on était parti chercher du matériel dans la ville d'à côté qui s'appelle Bafoussa, qui est la plus grande ville, c'est l'une des plus grandes villes du territoire des Bamileke. Donc à un moment, Germain, donc on s'est garé, donc moi j'avais mon appareil, il devait chercher des trucs. Je lui ai dit écoute, moi je reste là un petit moment, j'attends. Et puis il y avait un garage à pneus à côté qui attirait mon regard parce qu'il y avait une belle lumière, il y avait une ambiance assez spéciale à l'intérieur. C'est un peu à l'ancienne, il n'y a pas les machines qu'on peut voir. Enfin, il ne faut pas faire de pub ici. Tu veux faire? Oui, on fait de la pub. Ouais, voilà. Nous on fait la pub d'abord et puis on va leur demander dans nos garages ici. Donc ici, vous faites ça manuellement, tu vois, et j'ai été attiré, j'étais curieux, donc je rentre, je salue le gars, je dis salut, je suis photographe de la Guadeloupe, etc. Qu'est-ce que tu fais? Nanana, je sais bien ce qu'il fait, mais bon, histoire de, tu vois. Et je lui dis, mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance ici, est-ce que ça te dérange si je me pose un moment et que peut-être que je prenne une ou deux photos? Et le gars commence à me questionner, pourquoi, nanana, qu'est-ce que je fais avec les photos, blablabla. Bon, bref, ensuite on parle un peu, il me parle un peu de sa vie. Puis ensuite on va dehors, il débat avec un gars qui veut qu'il répare un pneu, mais le mec lui dit mais le pneu n'est pas bon, il faut en prendre un autre. Le gars lui dit non, je veux ce pneu là, j'ai marché 2 heures, je veux que tu me répares ce pneu là, quoi. Donc il y a un grand débat et puis pendant ce temps-là, moi j'écoute et puis je regarde un peu les gens, quoi. Il y a beaucoup de motos là-bas, tu as dû le voir aussi peut-être. Il y a beaucoup de motos et donc je suis attiré par le va-et-vient des motos, comme ça, et du coup je regarde, j'observe et puis il y avait une voiture juste devant nous. Et puis je me suis dit, tiens, mais j'aurais bien aimé me cacher derrière la voiture et essayer de prendre une moto qui passe en fait. Tu vois peut-être le bas de la moto. J'aime bien me baisser quand je fais des photos pour donner peut-être un peu plus de hauteur aux gens, en passage inconsciemment. Et au même moment, de l'autre côté du trottoir, je vois un petit jeune, ça doit être un gamin de 12 ans peut-être. Il porte des bananes, des sachets de bananes sèches sur la table, sur sa tête, pardon, dans un plateau. Et je le vois descendre, fait comme ça, et il s'arrête en face, mais de l'autre côté. Et je me dis, tiens, peut-être qu'il va traverser. Et effectivement, il traverse. Et puis, en dernier plan au fond, il y a 1 ou 2 baraques, il y a des fils électriques. Je me dis, ah tiens, ça peut faire un truc très sympa. Et tout ça, et puis les motos continuent de passer. Et je me dis, je vais essayer de le choper au moment où il va traverser. Et ce serait bien si une moto pouvait passer aussi. Donc bien sûr, techniquement, je me mets en mode rafale.
Et là, je le vois qui s'approche et je déclenche. Et au moment, enfin voilà, et j'ai plein de photos, j'en ai au moins 10 de la même scène. Et je m'arrête sur une photo en fait où on voit une partie de la jambe d'un motard avec une partie de la roue. On voit aussi une partie du volant, enfin une partie de la main, donc qui se trouve sur la gauche de la photo. Et on voit le gamin au milieu de la route avec le truc de banane. Et il regarde du côté de l'arrivée des motos. Il regarde avant de traverser. Et en arrière-plan, on a ces baraques avec les câbles électriques. Et c'est l'une de mes photos préférées parce que non seulement je l'ai vue avant de la prendre en photo et que je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est moi qui crée la réussite en allant chercher le hasard, mais j'ai obtenu vraiment quelque chose de sympa, quoi. Tu vois, et c'est une photo qui est en noir et blanc. Et voilà. C'est numérique. Ouais, c'est numérique, c'est avec un Sony A7S. Et il était à peu près 16 heures, donc il y avait une ambiance lumineuse assez sympa aussi. Et puis voilà, et puis derrière il y avait le bruit du garage à pneus, tu vois, il y avait c'est rempli de bruit, quoi. La photo dit un peu du bruit, mais en réel c'est beaucoup de bruit autour de toi, quoi. Et je trouve que ça te met dans une sorte de bulle parce que tu cherches à être dans l'instant que tu veux prendre. Donc même s'il y a le bruit, tu crèves ta propre bulle pour te séparer du bruit en quelque part. Donc, ouais, c'est un truc un peu... C'est intéressant ce qu'il dit parce que les photos qu'il nous a proposées sur les femmes, parce que nous on lui a demandé une série sur les femmes, qui sont des femmes du Cameroun et du Sénégal. Non, Cameroun et Haïti. Et Haïti, pardon. Et Mali aussi. Non, c'est Mali, on n'a pas Haïti. Non. Mais mon autre question, c'est... Tu veux juste me laisser finir ça ? Non. Si. Et donc c'est super intéressant parce que toutes les photos qu'il nous a envoyées sont... Je veux bien quelque chose à voir. Pratiquement que des femmes. Tu me demandes pas moi. Il sait déjà. Par défaut. Et c'est pratiquement que des photos de femmes en mouvement. Il y a celles dans le noir qui s'en vont. Ouais, c'est ça. Il y a celles sur la Grenade. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y en a quand même pas mal qui sont en mouvement, tu vois. Ou alors il y a les motos autour, où c'est très cinématographique, il y a toujours le mouvement. Ouais, c'est vrai. Donc ce que tu disais au début, c'est ce que tu nous as proposé, ça ressemble beaucoup à ça. Il y Ouais, a peut-être 2 sur les 10 où elles sont posées. Statiques. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, le reste, c'est en mouvement aussi. Ouais, c'est ce que je cherche à attraper le mouvement parce que je crois que dans le mouvement, il y a un truc d'invisible que l'œil ne voit pas, mais que l'on peut ressentir, c'est l'énergie, enfin, tu vois, c'est l'énergie de la personne qui est en mouvement, et je trouve ça intéressant. Lynn, elle n'est pas d'accord avec les bouteilles de rhum sur le plateau. Est-ce que tu sais... Consommer avec modération. Non, mais c'est une première, c'est pour voir si ça a un sens ou pas, parce qu'on se cherche un peu dans nos émissions. Si on boit ou ça a un sens. Mais ma question... Pardon. Non, mais je veux dire, d'emmener ça comme ça. Mais non, mais il y a des émissions comme ça où... Je sais pas d'ailleurs, c'est une émission ou c'est... Je sais même pas ce que c'est. C'est pas le droit. Du coup, est-ce que une photo peut-elle être journalistique et artistique en même temps? Oui. Quand? Ça va dépendre de... Enfin, à mon humble avis, ça va dépendre déjà de la prise de vue. Tu vas avoir des photos journalistiques qui sont effectivement complètement journalistiques. Après, la qualité de la photo, ce qui est le rendu, il suffit d'un regard, il suffit d'une circonstance, et là, ça devient effectivement quelque chose d'artistique. Oui, parce que c'est un problème qu'on a. C'est-à-dire que de savoir à quel moment une œuvre d'art devient une œuvre d'art. Moi, je me pose la question, souvent, mais parfois, je me pose la question de savoir est-ce que c'est une question à laquelle on doit... Je veux dire, à quelle fréquence est-ce qu'il faut se poser la question? Parce que, quelque part, est-ce que c'est pas une question d'amateur? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, je veux dire, si on est entre professionnels, par exemple, de la science, on va pas se poser la question à partir de quand est-ce que quelqu'un est vraiment scientifique, à partir de quand quelqu'un c'est juste quelqu'un qui sait faire des équations, ou à partir de quand est-ce que quelqu'un est mathématicien, et à partir de quand
C'est juste quelqu'un qui sait bien compter, quoi. Ouais, je suis Je pas veux dire, sûre. tu vois ce que Dans je veux tous dire? les milieux, on Donc, se pose est-ce quand que- même la question de ce passage à un statut. Je veux dire, entre le stagiaire et le chef de projet, tu vois, à quel moment tu deviens la personne qui est référente de quelque chose. Oui, mais entre la personne, comment dire, tu es ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas photographe, c'est tes photos qui sont des photos d'art, dans un sens. Oui, mais comme Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la question, c'est pas est-ce que tu es photographe? Oups, pardon. Tiens, je te laisse faire parce que. Non, mais est-ce que tu es photographe? Est-ce que, bon, ben. Comment expliquer ça? Je veux dire, par exemple, est-ce que tu es photographe? Ou est-ce que tes photos, tu fais de l'art et voilà, je veux dire. Je sais pas, je pose la question, Marie. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, le prix Pulitzer, tout ça, à la base, c'est de la photojournalistique. Et on en sort des choses extraordinaires. Quand Douaneau faisait de la photo, c'était de la photo-reportage. Oui, mais Douaneau, est-ce que c'est un photographe d'art? Bah aujourd'hui, en tout cas, il appartient au marché de l'art. Voilà. Donc, est-ce que c'est un artiste? Je pense que ça vient du... Je pense qu'il ne se définit pas comme un photographe d'art. Il se considère comme un photographe. Ensuite, effectivement, c'est peut-être un marché, c'est des gens, c'est des regards qui vont décider que c'est une œuvre d'art. Tu vois, mais quand tu prends la photo, est-ce que tu es dans cette réflexion-là? Ouais, non, je pense pas. Tu n'es pas dans cette quête de « je veux créer de l'art ». Quand je prends les photos, je ne cherche pas, dans ma tête, je ne cherche pas à créer de l'art. Mais parce que je suis artiste, j'ai une sensibilité qui fait que je vais chercher à extraire des choses du réel pour révéler autre chose. Donc, chercher du réel pour chercher du réel, extraire du réel un sens. C'est ça? Bonsoir. Merci. On est un petit peu occupé, on est en train de faire un live sur Facebook. Oui, effectivement. Et il y a longtemps que je l'avais pas vu, c'est un dégât. Vous me permettez de vous demander de monnaie pour déguster cette... Non, pas maintenant, la prochaine fois. j'ai pas de monnaie en tout cas. Moi. Ok, ciao. Est-ce que c'est une attitude d'artiste? Je sais pas si tu veux ça ou Non, ça. Merci Lydia. Est-ce que c'est une artiste? Est-ce que finalement, en dehors du résultat final, est-ce que c'est pas l'attitude, c'est-à-dire le fait, l'intention, un peu comme au pénal, quoi. C'est que tu peux tuer quelqu'un, mais si ton intention c'était de le sauver, c'est bon. Si ton intention c'était de te sauver, c'est autre chose. Si ton intention c'était vraiment de faire du mal, c'est encore autre chose. Est-ce que finalement c'est pas dans l'intention? Non, puisque parfois, c'est quelque chose qui... Que je ne sais pas justement. Que quoi? Ouais. Non, mais c'est... Que tu es artiste, que Non, pourquoi? qu'une partie de la réponse se trouve, comme déjà. Ok, et la question est parce que tu as dit plein de choses là. C'est-à-dire à quel moment est-ce que c'est de l'art? À quel moment D'accord. c'est pas juste une photo? Est-ce que c'est pas juste une jolie photo journalistique, sociale, tu vois? Et à quel moment l'image tombe dans l'art, quoi? Mais il n'y a pas que de la photo-reportage, de la photo journalistique. Donc après, voilà, tu peux faire des compositions. Il y a des choses qui sont complètement créées de toutes pièces, où c'est pas l'œil et la sensibilité du photographe qui va faire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose. Il y a des choses qui sont composées avec une idée bien précise avant. Donc l'intention, effectivement, là, c'est de créer une œuvre. C'est pas obligatoirement, effectivement, le regard après qui te permet de te dire waouh, là il y a quelque chose qui ressort, il y a une sensibilité qui me touche particulièrement, même si tu avais une idée dans ta tête et que tu vois le résultat et que c'est exactement ce que tu cherchais, des fois il y a des compositions. Est-ce qu'il faut que ce soit plus que ce que tu cherches pour que ça te satisfasse? Ou à côté, ou à gauche, ou anachronique? Ça peut être tout. Tu vois, je me suis beaucoup entraîné aussi en Haïti et un petit peu au Cameroun à essayer de lâcher prise sur mon envie de composer mes images parfaitement et d'être dans cette spontanéité de voir un truc et de déclencher, faire comme ça. Et je suis sorti de ma zone
de confort. Je suis sorti de mon cadre esthétique où je me sens rassuré de ce que je prends en photo, mais en même temps, en le faisant, je suis tombé sur des choses que je n'aurais jamais pu trouver si je n'avais pas lâché prise. Donc, la réponse, elle est dans tout en fait. Je pense que en tant qu'artiste, on est dans une recherche constante, on est dans une déconstruction aussi, on est dans des confirmations, des édifications de ce qu'on fait, mais dans des déconstructions, dans des volontés de chaotiser un petit peu tout ce qu'on a. Donc on est tout le temps dans une recherche en fait. Donc pour moi là, c'est de la recherche constante en fait. Quand tu dis de chaotiser, c'est-à-dire de faire que le chaos participe à l'émergence. Ben, il y a le chaos que tu crées à partir de la matière que tu as. Donc tu as des photos là, mais tu construis ta série, mais un jour tu te dis mais non, donc tu déconstruis ça, tu chamboules, tu enlèves, tu ajoutes, tu mélanges avec autre chose. Mais il y a aussi le chaos qui est dans le désordre, dans le désordre ordonné, mais que tu vois tout autour de toi et que tu cherches à ordonner avec ta façon de composer l'image. Tu vois, donc c'est quand je dis chaotiser, je pense un peu à tout ça. Il y a aussi tes réflexions, tu es tout le temps en réflexion, je pense que tu le sais, je pense que tu peux être traversé par 10 000 idées à la seconde. Donc ça aussi c'est un chaos que tu dois ordonner ou pas à un moment donné. Donc moi je pense que là c'est de la recherche et que cette recherche elle est libre, on n'est pas des scientifiques, on n'a pas des codes à respecter. Tu vois, et c'est peut-être ça aussi qui fait que parfois les gens sont saisis, surpris parce qu'on les a emmenés ailleurs, quoi. On a déstructuré une façon de penser qu'ils avaient pour les transporter dans un imaginaire où ils se voient, où ils déchaotisent aussi, où ils chaotisent un peu des trucs aussi chez eux, où ils déconstruisent. Bon, bref, je parle un peu en freestyle, mais. Ouais, mais la recherche, à quel moment il faut l'arrêter? Mais pourquoi elle devrait s'arrêter? Parce que ça me fait penser à un nœud. Vous vous rappelez du nom du nœud? Je me rappelle pas du nom du nœud. J'ai vu un truc. C'était sur un nœud, tu vois. C'est-à-dire que, pour parler vite, c'était un nœud de savoir si on pouvait le dénouer ou pas. Tu vois? Et tu vas à la pêche des fois? Non. Tu vas à la pêche? Non. Oh. Bientôt j'y vais en tout cas. T'as déjà filé au cerf-volant? Oui, il y a longtemps. Mais j'ai été à la pêche quand j'étais petit. Quand t'étais petit? Ouais. Donc quand tu vas à la pêche, soit tu rembobines, et dans quel cas ton crayon est toujours bien, soit tu ramènes vite parce que machin, et après tu te dis tu vas te débrouiller avec le crayon après. C'est vrai. Mais après quand tu essaies de te débrouiller avec le crayon après, Il est mêlé. Il est emmêlé. Ouais. Et tu te dis bon tu vas démêler ça. Ouais. Mais plus tu le démêles, plus tu te rends compte que tu n'arrives pas à le démêler. Ouais. Mais à quel moment tu décides que ce ne sera pas possible de le démêler, qu'il faut couper le crayon? Parce que tu te dis, mais non, bon, encore 5 minutes, je vais essayer. Mais tu ne sais pas, est-ce que c'est des 5 minutes, est-ce que c'est possible de le démêler ou est-ce que c'est pas possible du tout? Auquel cas, tu vas perdre ton temps toute la journée. Mais à un moment, il faut décider, ouais. Est-ce que c'est démêlable ou pas? Mais est-ce que ça peut pas être une porte ouverte, le fait qu'il soit mêlé? Est-ce que ça peut pas être une proposition vers autre chose? Tu as tes fils emmêlés là, mais tu te dis à un moment donné, ben peut-être qu'il y a un truc là. Je vais faire une photo. Non, mais peut-être qu'il y a un truc, peut-être que c'est une voie qui s'ouvre à moi aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a cette part d'inattendu. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que je pense que quand tu cherches dans une zone donnée, quand tu cherches à un moment donné, sans le savoir, tu es en train de bouger des cases de l'autre côté, quoi. De l'autre côté, quoi. Tu vois, donc je ne sais pas s'il y a un hasard, quoi. Mais peut-être qu'arriver à cet entremêlement des choses, c'est une porte ouverte pour aller chercher d'autres choses encore, quoi. Ben oui, c'est-à-dire que tu acceptes que ton nœud soit indémêlable, mais tu as une partie qui est démêlée. Donc tu t'arrêtes sur cette partie-là et là tu ouvres la porte. À quel moment tu acceptes ça? Mais au moment où tu es prêt pour, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Il y a un Non, c'est moment, pas- tu te dis, Non, parce que c'est pas vraiment au moment où tu es prêt pour. Parce que si tu veux, quand tu décides, il y a une décision que tu prends de démêler. Donc tu rentres dans une démarche ouais, avec une sortie. ouais, Donc c'est pas quand tu es prêt. À un moment, il faut que tu décides d'abandonner ton c'est ça. but. Mais tu es prêt à abandonner ton but. Il faut être prêt. Des fois, tu n'es pas prêt, mais tu es obligé parce que tu te rends compte que tu as machin. Mais ça, c'est un choix que tu Mais fais. c'est ça, mais à quel moment on sait? Bah, quand tu as décidé de. Ah, La décision, elle va se faire ben- parce que tu as quelque chose d'autre qui s'ouvre à toi ou parce que tu décides de faire marche arrière et Moi, de je dire pense, pars dans une moi, autre je pense direction. il faut essayer de comprendre même l'arbitraire des décisions. Et que la vraie. Parce que si tu veux, c'est là que tu vas, que tu rentres dans un tu sais, là où, comme tu dis, que tu ouvres des portes, mais je ne pense pas que les portes s'ouvrent parce que, il y a une nouvelle idée, allons essayer. Et il y a une nouvelle porte. Oui, il y a une nouvelle porte, mais c'est pas dit qu'elle t'emmène, si tu veux, plus près de toi-même, quoi. Tu vois? Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui préside à ces prises de décision. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas dire, bon, ben, c'est bon, quoi. Mais comprendre ce moment-là, tu vois? Et puis, une fois que tu as essayé de comprendre, tu vois, ça ouvre, mais tu pousses plus loin. Mais je pense que ça fait écho à quelque chose qui est bien en amont, ça. Qui est en amont et qui... C'est comme une ligne directrice de tout ton cheminement, quoi. Je pense qu'on est... Tout artiste est porté par un truc à l'intérieur qui le dépasse même des fois, mais il y a une cohérence et je pense que faut peut-être pas regarder à l'aval, faire des choses en se disant voilà, à quel moment je décide que oui ou non, mais c'est quelque chose que normalement dans ton parcours artistique, tu as déjà observé, c'est ton propos, quoi. Et je pense que quand tu es dans une sorte d'impasse, à quel moment tu décides ou pas, c'est si tu es en accord avec ce qui se passe devant toi, même si ça ne ressemble pas à ce que tu fais, mais peut-être que ça ne ressemble pas à ce que tu as l'habitude de faire, mais que ça reste dans une mouvance qui fait sens, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Je pense pas que la réponse elle soit au moment M, je pense qu'elle est en amont, quoi. Et que c'est peut-être en amont qu'il faut essayer de trouver les éléments pour répondre au moment M. Peut-être. C'est une piste. Oui, c'est une piste, mais pour moi qui n'est pas spécifiquement artistique. Qu'est-ce que ça veut dire artistique? Oui, non, mais c'est ça. T'es pas artiste, mais t'es artiste. Je sais pas ce que ça veut dire artistique. Ce que je veux dire, c'est que... Artistique. Merci, c'est gentil. Mais je sais pas, c'est ça qui dit que t'es pas artistique, je comprends pas. Non, Je sais même pas ce que ça veut dire. La démarche. C'est pas obligatoirement les gens qui sont dans l'art qui ont ce cheminement, c'est tout à chacun dans son quotidien tous les jours. Je veux dire, à partir du moment où on crée des ouvertures, où on crée et où on regarde son cheminement propre, à ce moment-là, on est artiste quelque part. Donc, ce qui est intéressant dans la production artistique et dans le fait de décider de traduire ce qui nous traverse, puisque moi j'ai cette conception du fait que l'artiste, en tout cas celui qui veut exprimer à travers l'art ce qui passe à travers lui, est muse de l'univers. C'est quelque chose que je dis très fréquemment, c'est-à-dire qu'il y a cette sensibilité particulière qui lui permet de capter ce qui va pouvoir se passer, et très souvent on regarde des images après, que ce soit dans toutes les disciplines artistiques, on voit les images après et on se dit mais ça parlait déjà de ce qui se passe. Donc il y a cette espèce d'ouverture et de sensibilité qui permet de capter en amont. Donc tu penses que l'artiste doit être prémonitoire? Il le perçoit peut-être pas comme ça parce que lui c'est sa réalité finalement. Mais pour le public, très souvent il y a ce retour en se disant mais incroyable. J'ai été voir l'exposition de Florence Poirier-Péca à l'Ars en Maine et elle avait fait une série avant le confinement avec des masques. Plein de masques. Mais avant le confinement. Tu vois, c'est des coïncidences que certains pourraient se dire juste coïncidence. Moi, je suis d'accord avec toi en disant qu'a priori, pour moi, il n'y a pas vraiment de coïncidence, que les choses ont une raison d'apparaître à tel ou tel moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et du coup, c'est assez redondant, je trouve, dans la production artistique.
en ce moment, il y a un vrai truc sur le féminin. Je sais pas. Il y a un vrai truc sur le féminin dans l'art. Beaucoup. D'accord? Trop? Non, pas trop. Non, c'est pas trop. Si, trop. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu dis? C'est Non, pas trop, trop. non? Mais non. Non, j'ai pas trop. Non, pas C'est vrai que trop. t'allais dire pas trop. Pas trop. Pas trop. Mais Évidemment c'est pas trop. dû à quoi selon toi? Il y a une espèce, pour moi, il y a une espèce d'énergie très féminine en ce moment, qui a été très galvaudée par des choses très dures sur la féminité. Bon, alors évidemment, ce qui s'est passé pendant le général. Mais Je ne veux au-delà pas de qu'on ça. tombe trop dans un débat Non, politique. non, idéologique. justement, je viens par rapport à C'est un peu sucré, non? la. C'est vraiment Merci. l'énergie. Non, merci. Non, j'ai mes enfants qui regardent peut-être. Ah bon? Mais non, elle regarde pas. Ou ma maman. Elle regarde Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Elles ont plus le même truc la tienne. Enfin bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a cette espèce de retour à l'intimité. Et ça D'accord. n'a rien à voir avec la féminité. Et Si. dans beaucoup de philosophies, le Ok. féminin est reconnu comme la part de l'intime et le Mais masculin comme la part, Bah non. de l'extérieur. Ah bah si. Non, mais tu dis que c'est à votre l'intimité, Non. c'est les Non, femmes aussi. mais non, mais- L'intimité, c'est pas les femmes quand même. L'intimité, l'intime, le côté repli sur soi, c'est très féminin. On en parlait tout à l'heure avec cet exemple de l'arbre. D'accord? Une femme et un homme qui amènent leur enfant grimper sur un arbre. La maman, elle est très angoissée à l'idée que son enfant tombe et elle va garder son enfant proche d'elle parce qu'elle a peur de ce qui va se passer à l'extérieur. Pas du tout. L'homme, la plupart du temps, je ne Mais peux non, pas faire de c'est des généralité. idées, des Non, idées. c'est pas. Moi, Tu sais, je suis maman de absolument 3 pas enfants d'accord. quand Moi, même. moi, je suis papa Et aussi. je pense pas, je pense que tu vois, demande à Lynn, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Mais, Et non, on Lynn n'est a pas ce d'accord. truc-là. Ça veut dire que Mais parfois non. on va pouvoir pousser à l'extérieur quand voilà, on n'a pas le choix. Mais souvent, c'est le rôle de l'homme d'amener l'enfant à l'extérieur. Moi, je voulais Voilà. pas rentrer dans les histoires Mais trop artistiquement- idéologiques. non, mais par artistiquement- exemple, je te dis un truc. Ah, donc tu y vas quand même. Mais non, mais il faut. Non, mais moi, je pense que c'est complètement induit. C'est absolument pas inné. Mais absolument pas. Et à savoir que je peux me tromper, mais au moins 90 à 90% des infanticides, ce sont les femmes. Mais ça n'a aucun rapport. Ah, mais si. Non, ça n'a aucun rapport. Excuse-moi. Donc les hommes tuent pas les enfants. Ce sont les femmes. Donc qu'on nous dise qu'il y a un truc spécial que la femme a avec son enfant que l'homme ne peut pas avoir, moi, Ce je n'est pense pas que ce c'est que je dis, ce absolument... n'est pas mon propos. Mais du si tu tout. dis que l'enfant qui monte à l'arbre, la mère sera plus inquiète que le père. Non, je dis qu'elle va plus l'exprimer. Le père va être inquiet aussi, mais il va plus pousser, il va C'est comme plus le bon motiver chasseur et le l'enfant. mauvais chasseur. Non. Mais non, Et là, mais- là tu déformes mon propos. C'est Si, juste si que... tu dis que la mère sera plus inquiète que le père. Non, la mère va être plus protectrice en disant « Ouh là Et là, là, pourquoi j'ai pas envie que mon enfant monte à l'arbre » parce qu'elle va réagir par rapport à cette protection, cette espèce de protection qui Bon, est après- peut-être plus importante et des fois qui n'aide pas l'enfant. Et l'homme va avoir cette motivation pour l'enfant. Et je pense que c'est complémentaire. Il n'y a pas d'opposition là-dedans. Tu Mais vois je suis l'opposition, mais c'est pas du tout mon absolument, propos. moi, hein. je suis absolument d'accord et absolument pas d'accord en même temps. Parce que je suis d'accord qu'effectivement, statistiquement, c'est le genre de situation auquel effectivement on est confronté, qu'on voit, mais c'est induit, c'est pas inné. T'es sûr que c'est pas inné? Je suis sûr que c'est pas inné. Moi, je pense qu'il y a une part d'inné parce que la première relation entre l'enfant et ses parents, en fait, je ne sais pas si je tourne bien les choses, mais c'est quand même la maman et son bébé parce que le bébé est dans son ventre, il pousse dans son ventre. Le père est quand même extérieur à ça. Mais dans tu un sais, il y a premier un temps. truc étrange qu'on appelle le postpartum syndrome, où plus de 50% des mères font un rejet de l'enfant dans les 24-48 heures. Plus de 50%. Oui. Et si C'est tu veux, aussi important. Ah ouais oui, Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la maman, elle comprend pas, elle est troublée, etc. Et c'est pas inné. Et après, ça revient. Ben, tu vois? ben, si Et tu dis il y a un que lien. ça revient, ça veut dire que ça a été inné. Non,
Mais tu as dit que ça revient. Ça revient parce que je peux pas dire, je sais pas s'il y a des études, donc moi je suis pas spécialiste. Mais moi ce que je sais, c'est qu'il y a eu et il y a encore une très grosse propagande, si tu veux, de liens qui semblent être uniques entre l'enfant et la mère, qui en réalité dessert le père. Et je ne pense pas. Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. Parce non, que c'est pas la même. Si, ça fait partie de la même propagande parce que ce sont des images qui sont vues, ce sont des propos qui sont répétés en permanence, qui portent à faire croire à l'homme lui-même presque c'est pas son rôle. On n'est pas allé faire jusque. Mais il faut quand même admettre que dans un premier temps. Non, moi j'admets pas. Non mais écoute, dans un premier temps, non mais attends, écoute-moi. Non mais si, tu vas m'écouter, parce qu'on te regarde. On te regarde, là je peux dire que. Tu as envie de garder une bonne réputation aussi. Non, je m'en fous complètement. Non mais blague à Tout ce part. qui m'intéresse, c'est la vérité. Blague à part. Blague à part. Moi, je pense que c'est totalement lié parce que dans un premier temps, l'enfant se nourrit du corps de la mère. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est l'enfant se nourrit. Non, c'est hyper fort. Non, c'est pas vrai. L'enfant se nourrit du corps qui lui donne à manger. Si c'est le nounou, c'est le nounou. Si c'est la voisine, c'est la voisine. Intrinsèquement, c'est le corps de la mère. Dans le ventre, c'est le corps de la mère. C'est pas quelqu'un d'autre qui lui donne à manger. Il se nourrit de ce que. Alors, tu vas me dire, oui, c'est peut-être que l'homme amène à manger à la maison, donc la femme. Non, mais je rigole. Je me fais dire ce que toi tu dis. Tu vas voir que j'en rien. C'est toi qui dis ça. Je suis capable de Je suis capable, mais c'est toi qui l'as dit. C'est vous qui songez, mais c'est moi qui vous dis. On est tout payé. Pas ni moyen, mais autres. Non, mais blague à part. En tout cas, moi. Ce qui m'intéresse, je pense que vous arrêtez de parler d'idéologie parce que je suis à contre-courant. Non, mais je parlais pas d'idéologie, je parlais d'un. Mais non, je parlais d'un d'un ressenti. ressenti. Avec ces photos. Mais c'est toi qui as parlé de trop. T'as les enfants? Une fille. Quel âge? 3 ans. C'est toi qui as parlé de trop féminin ou pas, hein? C'est ça. C'est toi qui as emmené le truc. C'est ton émission. Moi, j'ai pas parlé de féminisme. À aucun Si, moment, tu as je dit n'ai il y a parlé une poussée de du féminisme. Non, toi du qui l'as côté dit. féminin. La preuve, oui, c'est que moi, j'ai pris 4 photographes masculins pour exprimer le féminin. Alors, ce qui a dérangé, Comme quoi, ce qui a dérangé beaucoup de gens. mais m'ont oui, dit, mais il faut quand même mais chercher le pourquoi problème aussi. Non, pas du tout. Alors explique-nous. Parce que les hommes ont un côté féminin aussi, et puis il est intéressant. Peut-être oui. Non, tous. Pas Tous. moi. Mais si, regarde, tu te bats pour avoir les mêmes droits que les femmes. Mais c'est pas féminin d'avoir. Mais non, mais je Non, mais c'est pas féminin d'avoir de vouloir s'occuper de ses enfants. Mais non, pas du tout. Bien sûr que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, mais je c'est pas ce plaisante, qu'on a Thierry, dit, je hein. plaisante. C'est pas ce qu'on a dit. Voilà. C'est Je pas vais le me propos. féminiser. Mais avoir un côté féminin, ça veut pas dire être féminin. Non, ben rien à voir. Et puis Si. et ni efféminé ni rien. Mais il y a un rapport à la femme qui est différent selon les hommes. Et moi, le propos de cette exposition, c'était de montrer que les hommes peuvent aussi avoir un regard bienveillant sur la femme, quelle qu'elle soit. Tu te rends pas compte de. Laisse-moi mais attends, finir. mais tu imagines. Parce que Les hommes peuvent avoir une vision Mais moi, bienveillante. oui, parce que Peuvent il y a beaucoup de avoir. choses. Ils sont capables d'avoir une vision Non, bienveillante. c'est pas ce que j'ai Mais dit. c'est ce que ça veut dire. Non, je t'explique. Tu te rends pas compte Mais de ce laisse que tu finir. dis? Non, mais tu vas moi, je pense comprendre. qu'il Ce faut que faire je veux attention dire, parce que- c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup, d'accord, de cette opposition masculin-féminin, Oui. d'accord. Et en choisissant et en sachant que ça allait choquer certaines personnes, j'ai choisi 4 hommes pour montrer le féminin, pour remettre les choses un peu équilibrées, d'accord. À savoir que pourquoi aujourd'hui la panacée serait aux photographes ou aux artistes féminines, femelles, je dirais, de montrer les femmes. D'accord? Pourquoi serait-elle plus à même de montrer les femmes? Je sais qu'on va me rétorquer, oui, mais les hommes l'ont fait pendant des centaines d'années, pourquoi maintenant ce ne serait pas nanana? Ok? Moi, j'ai fait ce parti pris pour un équilibre. Et c'était pour, en plus, avoir une sensibilité qui à la limite m'obligeait à me questionner, puisque j'avais les images d'hommes face à moi. On était 2 commissaires femmes et on avait 4 photographes masculins, Hommes. donc hommes. C'était très intéressant de voir s'il y avait quelque chose en commun dans notre sensibilité au féminin ou pas. Voilà, et c'est ça qu'on a voulu apporter nous, dans cette expérience. D'accord. Mais est-ce
c'est pas une accusation. Hein. Non, non, non. Mais si tu veux, je me pose souvent toujours la question de l'instrumentalisation de l'art et des artistes par les producteurs, les commissaires, etc. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon ben voilà, on va prendre 4 hommes, on va leur demander de parler des femmes, et puis on va regarder ce qu'ils disent.